Nouvelles technologies, univers numérique et innovation. Voici une tasse de tech avec Alain McKenna et Pascal Forget. Et bonjour tout le monde, bienvenue à un nouvel épisode d'une tasse de tech, la balado techno qui n'a pas froid ni chaud. Parce qu'on est à l'intérieur. C'est sûr que on a fait une édition plein air pour la faire dehors une fois, Pascal, pour le plaisir du plein air. Écoute, j'ai un mauvais souvenir de ça à la Revanche des Nerds, puisque je suis toujours dans ma période nostalgique des 25 ans. On avait tourné à l'extérieur sur un mont de ski, mais pour qu'on n'ait pas d'ombre dans le visage, on était face au soleil. Ah oui, Alors, ça c'est écoute, on avait là les yeux plissés pour pas, ça avait enlevé un peu du charme. Puis évidemment, tu gèles tout le long. Puis toi, t'es peut-être confortable. Moi, j'avoue que j'ai un peu froid. Ah oui? Je suis dans un appartement du plateau mal isolé. Alors malgré, et il faut que je dise, mon système Navy Web, là, c'est assez génial avec de Synopé. Est programmé pour automatiquement baisser la température quand il y a des périodes de pointe. Fait que ça préchauffe. Là, je suis super bien. Oui. Puis là, après ça, ça baisse un petit peu. J'avoue que j'ai fait le système d'économie maximale, là. Fait que mon chauffage est vraiment bas en partant. Mais en baissant de quelques degrés, je contribue à diminuer tu peux mettre une petite laine, il n'y a rien de mal à ça. Non, c'est ça. J'ai une belle... j'ai un beau pull en laine, comme dirait ma blonde. Moi, j'ai un chandail en laine, mais bon, elle est française. Écoute, on va dire bonjour à nos commanditaires pour partir à l'émission du bon pied, qu'on remercie à chaque année et qui reviennent à chaque année, qui sont cette année TELUS et Plan Hub. On a reçu la semaine dernière, c'est intéressant ça, on a reçu la semaine dernière Bernard Bureau de TELUS pour nous parler de l'Internet mobile par satellite. Et on a une petite nouvelle parce que ça déboule cette technologie-là au Canada ces jours-ci, on va en reparler un petit peu plus tard. Et on salue aussi les gens de Plan Hub qui nous aident toujours à mieux consommer nos forfaits sans fil, Internet et tout le reste. Donc, merci beaucoup. Écoute, on inverse les rôles, alors allons-y. De quoi on parle cette semaine dans l'émission, Pascal? On va parler d'intelligence artificielle. Surprise! Ah ben! On va parler des invitations Apple de Kindle Scribe. Est-ce qu'on va vous inviter à faire des invitations à Apple ou non? On va parler de Kindle Scribe. Je suis dans un mode en ce moment de mise à jour et d'amélioration de mes appareils techno. J'ai trouvé des petits trucs le fun. On va parler de Trump et de la Chine, de techno québécoise. Attention, qui vont vous garder, qui vont vous réchauffer le cœur ou au moins les doigts. Tu l'as bien dit, et on garde le suspense entier pour savoir où ça nous mène ensuite. On va tout de suite lancer, parlant de chaleur, avec un petit espresso, en fait une série d'espresso en rafale de tech qui sont présentés, comme à chaque semaine, par notre partenaire InfoBref, et qui propose depuis quelques mois une infolettre mensuelle qui s'appelle InfoBref Pro Techno. C'est gratuit, on vous recommande de la lire si vous aimez les technos, si vous aimez les choses gratuites, et si vous aimez, évidemment, être plus productif dans votre quotidien, que ce soit au travail ou dans les loisirs. Il n'y a pas juste la barre Snickers qui permet ça, il y a aussi l'information contenue dans cette infolettre InfoBref Pro Techno. Vous pouvez vous abonner à l'adresse infobref.com/protechno. Si jamais vous vous demandez comment ça s'appelle, c'est comme je viens de le prononcer. Vous allez faire ça. Et si vous êtes dans une lancée d'abonnement, ben écoutez, allez nous voir sur les plateformes balado et abonnez-vous aussi à une tasse de tech. Profitez-en, c'est le meilleur moyen de nous recevoir dans vos oreilles à chaque fois qu'on publie sur les plateformes notre balado, donc à toutes les semaines. J'ai vu ça passer, mais je n'ai pas regardé le détail de la chose. Une nouvelle version de Gemini enfin accessible pour le commun des mortels, Pascal. Ouais, et je me permets, je vais le lire parce que c'est le genre de nouvelles qui, quand tu le lis, tu te dis, mais c'est quoi Je te comprends d'avoir passé en diagonale dessus. C'est que le nouveau Gemini 2.0 Flash est disponible pour tout le monde maintenant. Une nouvelle version de Gemini, l'intelligence artificielle de Google, avec une faible latence et une performance améliorée. Évidemment, c'est tout le temps amélioré, ces affaires-là. Elle est aussi offerte pour les développeurs, pour leur permettre de créer des applications de production avec Gemini 2.0 Flash. Donc, il y a une version aussi expérimentale Gemini 2.0 Pro. Il y a une version Flash Lite qui est plus légère et une Flash Thinking expérimentale
qui sont offerts pour les utilisateurs de l'application Gemini dans son téléphone ou son ordinateur. Ça Là, vient-tu j'étais mêler comme, assez vite à ton goût, sérieux? et c'est comme, non, mais ça peut-tu être plus compliqué? Parce qu'on mélange en même temps les intérêts des développeurs, les intérêts des créateurs de contenu avec l'intelligence artificielle et ceux du pauvre consommateur qui veut juste avoir des réponses intelligentes à demander à Gemini, peux-tu me résumer cette page-là? Puis ça fait un message d'erreur qui dit, ben regarde la page, puis tu vas pouvoir trouver le contenu que tu veux dessus. Je suis un peu déçu Ben ici. oui. Puis j'ai regardé les statistiques, évidemment, le nouveau modèle Gemini 2.0 Flash. J'ai réalisé qu'il y avait toute une liste de spécifications qui montraient dans la plupart des cas, pas partout, que c'était meilleur avec Gemini, que Gemini 1.5. Et j'ai vu qu'il y a une section factualité Ah de ben. Gemini 2.0. Et le pourcentage, c'est quoi, tu penses? Ben, je me serais Regarde pas attendu les parce notes, qu'on regarde disait pas les notes. 80. Non, mais j'ai déjà vu des chiffres comme 80-85% lancés là, pour ces outils. 83%. Si tu l'utilises sans recherche, je comprends Ah que oui, c'est sans j'avais vu connecter à l'autre Internet. chiffre à côté. Ah bon, ben voilà. 43 si tu n'es pas connecté, ce que je comprends sans recherche, donc sans recherche du web. Ah, je comprends. Ah oui, donc c'est de 80. médiocre à pas pire. Genre, c'est pas comme de pas pire Non, à mais très ça, bon. c'est les deux. Si tu n'es pas connecté, c'est 43. Mhm. Si tu as une connexion au web, j'imagine, avec la recherche sur Internet, tu vas à 83. Mais c'est pas si fiable que ça. C'est pas terrible, non, C'est effectivement. peut-être plus fiable qu'un beau-frère qui connaît pas grand-chose, mais on s'attend tellement à ce que ce soit à 97, à 98. C'est rare qu'on cite le beau-frère pour un article dans le journal. On dit ça comme ça. Non, mais quand on parle d'intelligence artificielle, je m'attendais à beaucoup plus que ça. Fait que c'est très drôle comment on nous pousse beaucoup l'intelligence artificielle, mais qu'on Ouais. est autour de 83% de factualité, 17% d'hallucination. Si 17% du podcast Une tasse de tech était de C'était une hallucination. On aurait un commanditaire du côté du LSD, probablement. Ça serait pas terrible. Fait que c'est juste ça, comment c'est amusant. Regardez, ça évolue constamment. Moi, j'avoue que de suivre le fil des améliorations spécifiques, l'avantage. Puis en plus, souvent, on te donne l'option de choisir la version pro ou pas pro. Puis encore une fois, pour le consommateur, l'utilisateur moyen, tu veux juste que ça marche. Je suis pas sûr à qui il s'adresse avec ça. Je reviens avec l'intelligence artificielle dans les photos du téléphone ah oui, Samsung, S25. Ben oui. Ça retouche ta photo, mais ça te transforme en quelqu'un d'autre. Puis je dis, à quoi ça sert? Ouais, c'est un excellent point, effectivement. Donc, c'est comme, il y a quelque chose qui cloche. Ils veulent tellement pousser qu'on ne sait même plus pourquoi on doit, c'est quoi la mise à jour, et c'est plus rapide, plus mieux, mais on n'a pas des meilleurs résultats. Voilà, c'était ma petite montée. Ben, tu fais bien de le dire. Surtout que Google a le malheur d'avoir tout rappelé leurs nombreuses IA Gemini. Puis là, après ça, ils se rendent compte que tout le monde est mêlé. Fait que là, ils veulent faire des déclinaisons. Et là, tout le monde est encore plus mêlé. Donc, clairement, l'approche est peut-être pas... La pro, la pas pro. Puis j'aime bien, puis je veux donner la chance aux coureurs. Puis il y en a beaucoup, aux coureurs au pluriel. Il y en a beaucoup. Mais à un moment donné, ça devient tellement compliqué de choisir. Puis de se lancer là-dedans. Enfin... C'est bon. Pascal, on va parler de Killer App. En fait, on va peut-être parler du prochain Angry Birds. Et là, je me mouille, mais complètement, parce que moi, c'est une nouvelle qui vient me chercher beaucoup, et je vais vous expliquer pourquoi. Mais il y a un jeu qui s'en vient en réalité virtuelle qui va être décliné du jeu de rôle Dungeons and Dragons. Donc, la marque Dungeons and Dragons, que tout le monde connaît, là, moindrement, très fort. Qui date des années, je pense, 60, là, qui était vraiment le jeu de rôle avec un maître de donjon, puis là, on crée un personnage, puis là, en tout cas, ça finissait jamais vraiment comme il fallait, parce que ça en allait toujours dans toutes les directions. Ça appartient aujourd'hui à Hasbro, le très grand fabricant de jouets. Et il y a eux d'un côté, et de l'autre côté, il y a un développeur de jeux vidéo qui s'appelle Resolution Games, un développeur américain qui a créé il y a quelques années un jeu pour Quest qui a été décliné ensuite sur l'Apple Vision Pro qui s'appelle Demeo. Demeo, c'est un jeu de table, c'est comme un Donjons et Dragons sans le nom, si vous voulez, où on se rejoint virtuellement 4 personnes autour d'un jeu de Donjons et Dragons simplifié, où on a sur une table virtuelle chacun notre personnage, et là on bouge notre personnage, et là il se chamaille avec les méchants, et ainsi de suite. Donc c'est un jeu au tour à tour, en réalité virtuelle, puis c'est hyper immersif, mais c'est super bien fait. C'est à la fois extrêmement sophistiqué et extrêmement simple, et c'est probablement, moi c'est le jeu auquel je joue le plus, toutes plateformes confondues, et ça a été récemment
porté en fait en version Vision Pro pour Apple parce que le Quest est sorti bien avant. Et la version sur Vision Pro est une petite affaire au-dessus de celle du Quest de plein de façons. Visuellement, elle est aussi plus facilement portée dans d'autres langues. Par exemple, elle est en français. Et ça, j'ai trouvé ça bien. Et les deux se sont unis pour créer une version de ce jeu-là pour Donjons et Dragons. Et pourquoi je vous parle de Killer Apps? Parce qu'il faut se rappeler que l'iPhone, son Killer App, on l'oublie souvent, c'était Angry Birds. L'espèce de... Tu sais, le moment pivot où mon oncle et ma tante, qui n'avaient aucune raison d'acheter un téléphone intelligent, en fait, comme « ben, je vais acheter un iPhone. Il y a Angry Birds dessus. » Donc, c'est aller chercher les gens plus jeunes et les gens plus âgés et les gens qui étaient moins versés dans la technologie. Et ça a vraiment créé un lancement. Et là, je pense que Donjons et Dragons, si une plateforme décide de se l'approprier en exclusivité, parce que ce ne sera pas le cas nécessairement, je pense qu'on détiendrait là un élément qui pourrait lancer, donner un nouvel élan à la réalité virtuelle sur la plateforme en question. Ça pourrait être une façon d'attirer des joueurs qui ne seraient pas portés vers la réalité virtuelle nécessairement, vers l'achat d'un casque. La nouvelle, en fait, c'est que le jeu va arriver quelque part cette année, probablement au courant de l'été. Et on dit on va être sur les plateformes. Donc, on n'a pas de partenaire d'environnement de réalité virtuelle fixe. Ça pourrait être partout en même temps. Ça pourrait être un après l'autre. On n'est pas encore très clair là-dessus du côté du développeur. Mais je pense que si j'étais Meta ou Apple ou un autre, je m'arrangerais pour l'avoir en premier. Mais tout ça pour dire, ça va être un bon jeu. C'était-tu la partie 17% d'hallucination de l'épisode, ça? On n'hallucine pas, on projette. Mais il y avait de la spéculation là-dedans. La nouvelle, c'est qu'il y a un jeu Donjons et Dragons qui s'en vient en réalité virtuelle, mais je vais vous le dire, ça va être un excellent jeu. Et j'ai l'impression que ça va attirer des nouveaux joueurs. Et s'il y a moindrement une plateforme qui veut pousser ce jeu-là pour en faire quelque chose de peu plus gros, il y a du potentiel. Et s'il y a un jeu dans tous les jeux de réalité virtuelle qui a un potentiel, pourrait devenir l'espèce d'Angry Birds du virtuel, ce serait à mon avis celui-là. Ben oui, puis si tu vois l'engouement qui ne s'arrête pas pour les grandeurs nature, si tu peux faire ça de chez toi où que tu sois en réalité virtuelle, tu connais d'autres gens, ça pourrait en effet être pas besoin d'avoir un DM parce que c'est une version qui a été revue de la façon de jouer à un jeu de rôle sans le Dungeon Master, sans le maître de donjon. Donc, pas de chicane avec le gars qui décide c'est quoi le jeu. Et ça rend les choses autrement plus simples. Oh là là. On va t'inviter à jouer à ça, Alain. On pourrait créer une invitation, bien sûr. Avec Apple Invites. C'est une nouvelle application. J'avoue que j'en ai pas fait l'essai encore. Ça permet, c'est Apple qui lance ça. Il faut avoir un abonnement iCloud Plus payant pour faire des invitations très jolies. Et ça, c'est super drôle parce que j'ai reçu une invitation d'Apple d'essayer à travers ça. Invitation, alors que je suis en train d'envoyer une invitation à mes copropriétaires de condos pour l'invitation annuelle de condo. Puis là, je me dis, ça aurait été le fun, j'aurais pu tester Apple Invites avec ça. Il faut avoir un abonnement iCloud Plus qui est intégré à Apple One ou encore payer 99 sous par mois pour l'essayer. Ce que ça permet de faire, ça permet d'inviter tes gens, ça intègre les photos, les applications d'Apple, ça permet, entre autres, de dire, on fait un album photo, je t'invite à l'événement, je t'invite à mon party et voici l'endroit où tu peux déposer tes photos pour te joindre pour à l'événement. Ben oui. Même des listes de lecture. Et ça, je suis très curieux. J'ai pas vu si c'était avec Apple Music seulement. Oui, c'est avec Apple Music seulement. Seulement. Donc voilà. Si il n'y a pas de raison d'intégrer Spotify pour Apple dans ce service. Et évidemment, les photos aussi, c'est basé sur... ça crée un album partagé dans l'application Apple Photo là, qui est lié avec l'iCloud. Ouais. Si j'assume que tu peux les regarder, parce que ce que je comprends, c'est que même les gens qui n'ont pas Apple... Ça m'a surpris, parce que même si tu n'as pas Apple... un appareil Apple, tu peux répondre à l'invitation dans un navigateur web. Il faut être abonné à iCloud pour lancer une invitation, parce que c'est une application à la base pour iPhone qui est aussi accessible sur iPad, parce qu'on peut l'utiliser sur iPad. Partout. Et il y a une déclinaison web. Une fois que l'invitation est créée, moi, c'est comme ça que je l'ai essayé, c'est comme ça que ça marchait, sinon ça ne marchait pas. On peut aller sur le web et modifier l'application, mais on peut aussi l'ouvrir sur un mobile Android ou sur un PC et voir l'application sur un navigateur web. Et là, c'est formaté à peu près comme l'espèce de vignette qu'on verrait sur l'écran de l'iPhone, mais en version desktop, en version web. Et que ça aurait été très décevant que tu puisses pas aller au party si tu n'as pas d'iPhone. Ça aurait été vraiment... ça n'aurait pas été super gentil. Que ça aurait été gênant. Déjà que le iMessage, c'est le statut, le symbole de statut les bulles bleues, qui est assez gênant, je trouve, pour une compagnie qui se veut inclusive de toutes les diversités. Allons-y comme ça. Donc, la diversité Android, par exemple, ça, on n'en parle pas.
Un autre point. Je suis bien craqué aujourd'hui. Ben écoute, c'est correct, c'est ça qu'il faut. De temps en temps, faut expliquer les choses efficacement. Parlant de choses efficaces, Ah la oui, plupart des attends un gens, peu. j'imagine. Oui, il faut que je le dise, mais tu veux nous parler d'un nouveau film de science-fiction, Alain? Et on s'en va Non, dans mais, l'espace. non, mais c'est n'importe quoi. Mais TerraStar, quel nom merveilleux! TerraStar. Tearstar. Ça dépend si on prononce le E ou pas, parce que c'est Terrestar ou Tearstar, dépendamment de qui on Ah parle. ouais, TerraStar. Ouais. Bah, Bref, c'est une entreprise montréalaise, en fait, québécoise, fondée par un ancien de Fido. Vous vous rappelez Ben, ça existe encore, Fido, mais à l'époque, c'était une entreprise montréalaise, c'est un fournisseur montréalais. C'était le premier à avoir introduit la puce SIM, la carte SIM dans le sans-fil en Amérique du Nord à l'époque, parce qu'il y avait beaucoup de CDMA et il y avait d'autres affaires, mais il n'y avait surtout pas de GSM, et c'est Fido qui a lancé ça. D'ailleurs, le nom Fido, ça réfère à un chien qui a des puces, et on oui, appelle la carte SIM une la petite puce. Donc, il y avait puce. tout un marketing brillant derrière C'est ça. très joli. C'est une énorme grosse parenthèse pour dire que TerraStar vient d'obtenir un financement de quelques dizaines de millions de dollars de la Banque TD pour lancer une constellation de satellites qui permettrait d'avoir l'Internet mobile sur son téléphone d'ici Ouh. 2028. C'est à peu près ce que Starlink, qui appartient à SpaceX, qui appartient à Elon Musk, essaie de faire aussi de son côté, excepté qu'il y a plusieurs nuances. Là, au niveau technique, TerraStar est propriétaire d'un spectre de fréquence au Canada qui est suffisant pour lui permettre de lancer un service qui se faufilerait, dans le fond, entre les autres technologies sans fil. Et ce que TerraStar veut faire, c'est offrir un service qui s'ajouterait, dans le fond, qui serait inclus dans le forfait des fournisseurs mobiles, Bell, Rogers, TELUS, Vidéotron, éventuellement Cogeco et toute la bande, et qui ajouterait, dans le fond, au Wi-Fi et à la connexion cellulaire, une couche satellite. Donc, là où il n'y a pas de Wi-Fi, il y a du cellulaire. Là, il n'y aura pas de cellulaire, il y aura du satellite. Et là, on aurait vraiment une couverture globale avec son téléphone. Moi, je trouve ça intéressant, je trouve ça naturel comme évolution dans le sans-fil, parce que c'est littéralement la prochaine frontière. Là, pour l'instant, on avait son sans-fil, évidemment, qui nous donnait de l'Internet dans nos poches avec la 3G. Après ça, on a eu la 3G plus rapide avec la LTE. Et là, la 5G, on nous a fait miroiter plein d'affaires qui n'arrivent pas vraiment. Mais il y a toujours cette limite de si tu es loin de l'antenne, tu n'as pas de réseau. Là, ce qu'on fait, c'est qu'on fait tomber la dernière frontière des réseaux sans fil avec du satellite. TerraStar, ce qu'il propose, c'est effectivement d'être le joueur canadien, parce que les télécoms au Canada sont protégés, mais l'Internet par satellite, c'est comme une zone grise. Starlink fait des ententes avec les gouvernements en Ontario et au Québec, entre autres. Et tout ce temps-là, il existe une technologie canadienne et montréalaise qui veut faire la même chose. Donc, on va voir comment ça va se situer au fil du temps, mais ça ouvre un nouveau chapitre à la question de qu'est-ce qu'on veut faire avec nos télécoms au Canada. On a un fournisseur canadien, on a Télésat qui fait dans l'Internet fixe par satellite, ou un truc qui veut faire ça d'un côté, et on aurait TerraStar de l'autre côté qui ferait lui dans le mobile, donc qui enverrait un signal directement à un téléphone cellulaire. La rumeur, c'est que le nouvel iPhone, le prochain iPhone serait déjà prêt pour cette technologie-là. Et le Galaxy S25, qui a été lancé il y a quelques semaines, aurait lui aussi dans son chipset la capacité de le faire quand ça arrivera. Pour l'instant, on a l'espèce d'envoi de texto et tout le kit, mais c'est surtout comme un service d'urgence que c'est paramétré en ce moment. Et bientôt, ça pourrait devenir aussi banal que d'appeler sur un réseau sans fil normal. Donc, à suivre cette saga sur les réseaux satellitaires, ça s'en vient. C'est une petite nouvelle que je vous fais comme ça, mais je pourrais en parler longtemps parce qu'il y a toute une question de standard d'industrie, de constellation mondiale, de regroupement pour créer un réseau unifié. C'est toute une histoire, mais la bonne nouvelle, c'est qu'on a un joueur montréalais qui s'intéresse à ça et qui s'appelle TerraStar. Puis plus il y a de compagnies comme ça, plus ça permet d'offrir différents services à différents prix de la compétition. C'est toujours bon. Puis aussi d'avoir un côté autonomie. Si au Canada, si jamais avec Musk, ça va moins bien, on ne sait pas ce qui va se oui, passer. c'est ça, il y a une composante géopolitique, effectivement. On veut s'assurer d'avoir une autonomie au niveau des services aussi stratégiques que la connexion cellulaire dans son téléphone. Bien hâte de voir ça. The Verge indique, ça c'est très drôle, parce que je donne des formations sur Teams, puis j'aime beaucoup ça, donner aux gens pourquoi on va passer des courriels à Teams pour communiquer plus efficacement à l'interne. Puis il y a des gens qui vont dire non, c'est plus compliqué Teams. Non, quand on l'utilise bien, je pense vraiment que ça simplifie les communications à l'interne dans les organisations. The Verge indique qu'on va pouvoir bientôt publier un profil de style Facebook ou LinkedIn directement dans Teams.
Fait qu'on va pouvoir alimenter une espèce de profil pour dire, ah, aujourd'hui, j'ai fait une grosse transaction. Ah, je suis vraiment satisfait de ma promotion. On va pouvoir, ce que je comprends, Ça sonne banal, une grosse transaction. aujourd'hui, j'ai fait une grosse transaction. Ah, j'ai une réflexion stratégique. Ah, j'aime beaucoup mes collègues aujourd'hui. Ils sont vraiment forts. Le côté comme ça qu'on va pouvoir dire directement dans Teams. Ça, c'est flyé, parce que c'est pas tout le monde qui ont LinkedIn, c'est pas tout le monde qui ont Facebook. Mais si tu es dans Teams, puis tu en as un qui décide, ou tu as un patron, un collègue qui décide de se révéler au jour le jour, de faire un profil style Facebook ou LinkedIn directement dans Teams. Ben, il y a un lien J'ai logique hâte entre de Teams et voir. LinkedIn, on s'entend, là. C'est Ben la oui, même tout à propriété, fait. ça C'est appartient à la même. Microsoft. C'est ça. Puis ça, c'est quelque chose qui a été une annonce qui a été indiquée dans la dernière conférence Ignite de Microsoft, que ça allait être intégré. Ils coupent des services. Il y avait Viva Engage. Il y a des services Viva qui sont axés sur Ouais. le social, puis la connaissance dans l'organisation. On coupe certains de ces services-là, mais il semble qu'en ce moment, c'est activement testé chez Microsoft pour voir qu'est-ce que ça donne. Fait que ceux qui utilisent Teams vont peut-être voir ce truc-là à faire. Là, il faut-tu que je mette en plus des nouvelles dans mon profil Facebook? Est-ce que les patrons, les collègues vont me juger parce que je publie pas assez? Pression supplémentaire, mesdames et messieurs. Est-ce que Teams est en train de se enchitifier comme le reste des Ben applications? oui, on veut pas ça. On veut pas que ça On devienne une rajoute toujours des couches distraction. d'affaires, ben oui, dont les gens Ça, ne mais veulent on rien veut. savoir. Je pense qu'un des pauvres défis que les entreprises ont, c'est l'engagement dans Teams. On veut que les gens passent ou délaissent le courriel, passent à Teams, parce que dans certaines organisations, ça m'a tellement fait rire que quelqu'un me dit on a plus de courriels depuis qu'on a Teams, parce qu'on s'écrit par courriel pour se dire qu'on a mis un message dans Teams. Ben On oui. s'en sort pas, puis on rend pas ça plus attrayant. Si on a à chaque jour les nouvelles et les potins de ses collègues dans l'interface de Teams, qui sait, c'est peut-être ça qui va faire... Ça fait une application de bureau pour LinkedIn. Ouais, j'avoue qu'il y a une logique d'affaires derrière ça, mais il faut que les gens l'adoptent. Puis si ça peut être fusionné avec LinkedIn, qui est une propriété de Microsoft aussi, ça pourrait être, tu publies dans LinkedIn, puis pouf, ça s'ajoute à ton profil Teams. Quelque chose comme ça. Bien hâte de voir. En tout cas, je vais sûrement donner des cours là-dessus bientôt. Ça arrive. Tu nous tiendras au courant. Tout à fait. Hey, je vais parler d'intelligence artificielle juste avant que tu me parles d'intelligence artificielle. Oui. Parce que j'écrivais là-dessus cette semaine et je viens de voir passer une autre nouvelle par rapport à ça. Dario Amodei, qui est le PDG d'Anthropic, disait l'année passée, si vous voulez développer une IA générative en 2025, ça va coûter 5 milliards. Après ça, OpenAI a dit, bof, nous, je pense qu'on peut faire ça pour entre 100 et 500 millions. Elle était comme, bon, déjà, c'est un gros truc. DeepSeek, on le sait, ça a fait trembler la bourse la semaine passée avec une IA qui a été développée pour un budget soi-disant de 6 millions de dollars. Je parlais cette semaine de 3 chercheurs associés à Ivado, qui est le centre de traitement et d'information, de valorisation des données là, de Montréal, qui se sont fait donner 60 000 $ pour créer un modèle de langage, un grand modèle de langage, un LLM québécois. Ils ont 2 ans. On leur souhaite la meilleure des chances. C'est pas impossible. Et là, voilà que des chercheurs de Stanford et de l'Université de Washington, eux, ont réussi à créer un nouveau modèle avec 50 $ américains. Qui dit mieux? On prend la meilleure offre, lancez les enchères, c'est parti. Donc, il arrive quelque chose d'assez intéressant, c'est qu'on a une confrontation entre deux visions de la chose, parce qu'on le sait quand SoftBank, OpenAI et Donald Trump se sont assis, ou ne sont pas assis, ils étaient debout là, devant un lutrin pour présenter leur projet de 500 milliards de dollars il y a 2 semaines, Stargate. On avait l'impression que plus que tu mets d'argent, plus que tu es sûr de gagner la course. Et là, ce dont on se rend compte, c'est que c'est vraiment pas nécessairement comme ça que ça marche. Surtout que les LLM sont déjà accessibles open source, téléchargeables gratuitement. D'à peu près n'importe quel fournisseur, Meta, Google, il y a aussi Alibaba en Chine qui offre Qwen, sa propre IA, qui j'espère n'a pas la Qwen dure. Oh. J'ai hâte de penser à ça. Puis couper au montage ce bout-là, je le dis tout de suite. Mais bref, je trouve ça intéressant, cette course à l'abordabilité du développement des IA, parce que clairement, ça crève une bulle là, qui était cette espèce de surenchère d'argent lancée à gauche, à droite. Et j'ai hâte de voir où ça va nous mener, mais déjà 50 $ US pour développer une IA. Je ne sais pas s'il faut s'en réjouir ou s'il faut craindre cette fameuse apocalypse par l'intelligence artificielle là, que redoutent bien des experts qui sont plus experts que moi, on s'entend. Mais bref, vous voyez où ça s'en va. C'était un espresso très espresso. Non, c'est flayé parce que 5 $ pour une IA, on va bientôt avoir peut-être $IA.
On va aller Oh! avec le Dollarama, mais là, on va s'acheter des IA de On dit 5 des IA, une 10 pièce, ben oui. Une pièce. Là, mais la qualité de cette intelligence artificielle-là, on parlait de la factualité, on Ben parlait de la voilà. rapidité. Tu sais, si ça coûte 5 mais que ça prend une demi-heure à avoir ta réponse, c'est pas Ça dépend génial. Si toujours de tu peux pas le l'application. Ben déployer, oui. puis si ça marche pour une petite application très spécialisée, ça peut être génial, mais ça se peut que ça ne remplace pas la fameuse intelligence artificielle générale qui là remplacerait La l'humain. super, ben oui, Ah, voilà, c'est ça. super, c'est ça là, qui probablement est l'étape qu'on va nous annoncer peut-être dans 1 an, peut-être dans 5 ans, ou peut-être comme l'auto qui roule tout seul, l'auto Exact. autonome, peut-être dans 20, peut-être Tu sais que jamais. l'erreur qu'on a fait, et l'auto autonome est l'exemple, le meilleur exemple, parce qu'on promet l'automobile sans accident, le Zero Accident Oui. Vehicle, avec la conduite autonome, et on sait que c'est pas vrai. Mais on a tendance à penser que l'humain, lui, a 100% raison et prend 100% des bonnes décisions tout le temps, ce qui est encore moins vrai. Donc, la factualité à 83% d'une IA, est-ce que c'est meilleur que celle d'un humain? Tu sais, c'est aussi la question qu'il faut se C'est poser. ça qui est flyé. C'est toujours, quand je comparais avec le beau-frère, c'est un peu ça. Ben oui, ben c'est Il faut ça, toujours exact. rester conscient que l'intelligence artificielle, comme les humains, a des failles. Puis encore une fois, l'application, c'est ça qui va faire la qualité puis l'intérêt de ça. Par l'intelligence artificielle, écoute, j'ai été surpris, j'ai été un peu froissé, disons, par le Gemini, qui me semblait pas très utile, étonnamment. On en a parlé au cours des derniers épisodes, mais j'ai mis à jour la Kindle Scribe de 2022, la liseuse d'Amazon qui permet d'écrire avec un stylet. On peut prendre des notes. On a une option qui s'est ajoutée avec la dernière mise à jour. Je l'ai mis manuellement dedans, est déployée au cours des prochaines semaines, qui permet de résumer avec l'intelligence artificielle ce que tu écris à la main. Oh! Et là, moi, j'ai toujours, et je viens complètement de virer de capot là-dessus, j'ai toujours dit que si tu as une belle écriture, si tu écris clairement, ça va marcher. J'ai été très, très, très surpris de prendre des notes que j'avais pris vraiment à main levée, tout croche, avec mon écriture de gaucher qui glisse sur une surface qui n'est pas idéale. Et ça a pratiquement parfaitement, et quand je dis parfaitement, là, on parle de une lettre n'était pas à bonne place, mais ça a parfaitement reconnu mon écriture, même si mon Wow! texte était tout croche dans la page. Et ça a même organisé le texte pour rassembler des points. J'avais pris des notes pour une chronique, et puis je les avais pris vraiment en vrac au fur et à mesure que ça me venait en tête. Il a tout réorganisé ça. J'ai dit, il a oublié tel point. Non, il l'avait intégré dans une phrase parce que ça marchait bien avec le point précédent. Fait que si jamais vous avez une liseuse Kindle, c'est pas la Kindle Scribe qui n'est pas donnée. Il y a un nouveau modèle 2024 légèrement plus performant. Ouais. Installez ça et essayez-le. Pour l'instant, c'est gratuit, il n'y a pas d'abonnement. Ça résume, ça transcrit ce que tu as écrit et le taux de réussite m'a beaucoup impressionné. J'avoue que je suis encore sous le choc là-dessus. Là. Faut évidemment, c'est pas parfait, mais c'est tellement mieux que ce que je m'attendais. Quand on convertit, normalement, la transcription est pas terrible, mais là, combinaison de l'intelligence artificielle, et j'ai vraiment pas fait d'effort pour écrire correctement. Moi-même, j'avais de la difficulté à me relire, puis ça a bien traduit. Fait que jetez un coup d'œil là-dessus, l'intelligence artificielle pour résumer des notes manuscrites. N'oubliez pas qu'on peut prendre des photos de ce qu'on écrit, demander à ChatGPT, à Gemini, à Copilot de traduire ça, et ça marche plutôt bien. Mais dans la Kindle, grosse surprise. Popé. Fais-nous une dernière, parle-nous de ça, parce qu'il y a Oui. des nouvelles montres qui s'en viennent. Là. Mais toi, tu Ben sors oui, une j'en ai- vieille montre et tu remets ça à C'est jour. ça, Qu'est-ce la qui se passe? Pebble, la Rebel, je l'ai mis à jour, je l'ai dit à la fin de l'épisode, le dernier. On en a ceux parlé qui la semaine regardent, dernière, effectivement, c'est parce qu'il y avait ça, ceux une qui... mise en une disponibilité libre de Pebble OS. Et là, les C'est gens de ça Rebel sont partis en fou, si tu me dis. c'est ça. Puis là, j'ai pu faire la mise à jour et j'avais dit que je m'en occuperais lors du dernier épisode. J'ai dit, je m'en occupe cet après-midi. Écoute, ça a été tellement plus facile que j'imaginais, tellement des instructions claires, étape par étape, même quand il faut télécharger le Android Studio, même comment il faut entrer de la ligne de commande. Il dit, OK, si tu as telle étape, fais ça. Si tu as Android ça, fais ça. Si tu as un téléphone iOS, fais ça. Voilà, installe ça, tape ça à tel endroit. Tu sais pas comment taper, voici où chercher. Écoute, j'étais émerveillé. Tu suis les étapes jusqu'à la fin, tu t'inscris, tu peux retrouver la Pebble que tu avais, la montre Pebble, avec le système d'application Rebel. Et il y a des petites nouvelles avec Eric Mijikowski, qui a créé la Pebble au début, qui veut relancer la... Ben là, on a du Pebble. e-ink couleur ces jours-ci. C'est Imagine, on ça, peut une mais Pebble couleur. ce que je comprends, c'est que celle que j'avais, le dernier modèle, j'avais le modèle Steel de la Pebble qui était couleur.
Ce que je comprends du nouveau modèle, c'est qu'il va être en e-ink tout court, pas couleur. Ah, Encore une OK. fois, est-ce qu'avec la demande générale, les gens vont le faire en couleur? Ça permettait quand même de rendre l'affichage un peu plus attrayant, même Ben si oui. on s'entend que c'est pas de... Je pense qu'on peut faire du bon affichage aujourd'hui. Je pense que pour l'autonomie d'énergie, le fait qu'il veut garder ça simple, efficace, facile à bidouiller, on peut s'inscrire sur le site, chercher Repable. Repebble. Ah oui, d'accord. Repebble, pas Rebel, Repebble. Tu peux t'inscrire et ce qui est flyé, c'est quand tu t'inscris pour recevoir des informations lorsqu'on va dévoiler le prochain modèle. Tu inscris ton nom à une carte de remerciement de Google, à Google, pour avoir mis le code libre. Parce que Bon. le créateur a dit, hey, finalement, vous avez acheté, vous avez le code parce que vous avez acheté Fitbit. Fitbit a acheté, Google a acheté Fitbit, fait que c'est Google. Pouvez-vous, s'il vous plaît, libérer le code? Et voilà. Et là, pouf, il a remercié Google Donc, d'un d'avoir libéré le côté, code. Google change sa mission d'affaires pour pouvoir introduire l'intelligence artificielle dans l'armement nucléaire international. Et de l'autre côté, il donne le logiciel de PebbleOS aux gens qui le veulent gratuitement. C'est une entreprise qui est quand même capable de jouer sur tous les niveaux. Je pense qu'on peut se le dire. On vit dans un monde complexe, volatile, incertain. Oui, mais complexe, assez merci. Aïe, aïe, aïe. Ben, merci Pascal. On va continuer. On va se faire 2 extras. On va se faire 2 allongés de tech parce qu'on a 2 petites nouvelles qui viennent d'apparaître. Évidemment, c'est une question de point de vue, mais qui sont quand même assez le fun, qui vont peut-être demander de jaser un peu plus et ça va nous lancer. Et parce qu'on n'en a pas parlé, il fallait en parler. Donald Trump, est-ce que vous voyez ce que je veux dire? On en a parlé beaucoup dans le cas de TikTok où il disait non, TikTok finalement. En fait, Donald Trump a dit la première fois, moi je veux rien savoir de TikTok aux États-Unis, qu'on nous mette ça dehors à grande coup de pied dans le derrière. Là, il est revenu. Il a dit ah non, c'est le fun TikTok. J'ai pu être élu grâce à ça. Donc là, maintenant, il veut le garder. Il y a la question de savoir qui va racheter. Parce que là, on dit qu'on va peut-être le vendre des intérêts américains pour satisfaire un peu tout le monde. Mais c'est pas fini cette guerre entre Trump et la Chine, ou en tout cas sur la Chine numérique, parce que là, on aurait Shein, le fameux site de fast fashion, donc de mode jetable, qui, à mon avis, est très exécrable. Et bon, bref, et Temu, l'espèce de bazar chinois, là, bon marché, il serait dans la mire du président américain. Et ce qui est intéressant, parce que c'est pas un... Nous, on a discuté ici de tarifs avec le Canada et les États-Unis, puis ça a fait suivre beaucoup de gens. Finalement, on s'en sort pour quelques semaines, et peut-être pour de bon, on va voir comment ça va être négocié. Mais là, ce qu'on dit, c'est que peu importe ce qui arrive, les ventes, l'exportation de ces 2 plateformes-là vers les États-Unis pourrait dropper, descendre, chuter de 60% à partir des prochains mois. Donc, sans le savoir, Trump est peut-être en train de sauver la planète parce que le shipping, la livraison, aussi, c'est extrêmement polluant. C'est la grosse patente polluante dans le commerce électronique. Mais voyons voir ce que ça donne, parce que ce qu'on dit, c'est qu'au contraire, Temu pourrait en fait continuer d'opérer parce que Temu a une structure très décentralisée où tout ne part pas nécessairement de la Chine, mais d'entrepôts un peu partout, et pourrait s'adapter pour justement, au lieu d'envoyer un truc de Chine, envoyer un truc d'un autre pays où il y a d'autres entrepôts. Alors que Shein, lui, est très centralisé pour agir plus rapidement. Donc, ça va être intéressant de voir ça, d'une part. Et deuxièmement, est-ce que le Canada va suivre Trump? Parce qu'on le sait, dans d'autres dossiers par rapport à la Chine, le Canada a souvent suivi les États-Unis. Les véhicules électriques faits en Chine, c'est un bel exemple. Ils sont surtaxés de 100% aux États-Unis et au Canada. Et là, clairement, ça n'a pas été discuté durant la chicane des tarifs, parce qu'on aurait pu dire, ben écoutez, si vous voulez nous taxer, nous, on va importer des véhicules électriques chinois, ça va faire l'affaire de tout le monde. Et là, je ne sais pas si dans le cas de Temu et de Shein, on aura le même genre de conversation, ou si on va simplement dire, ben, nous aussi, pourquoi pas, on va rendre ces sites-là moins accessibles. Déjà, il y a une grogne là, au Québec, et pas ailleurs au Canada, mais au Québec par rapport à Amazon, à cause de la fermeture des entrepôts dans sa division commerce en ligne. Et là, si on n'a plus Amazon, si on n'a plus Temu, ben, Shein, pour moi, c'est plus marginal, mais est-ce qu'il va falloir attaquer Alibaba et AliExpress? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on va trouver un nouveau panier bleu 2.0? Hein? Ça revient dans l'actualité, ça aussi. Ça soulève plein de questions sur le commerce électronique, mais bref, on commence à se rendre compte qu'effectivement, cette notion de marché ultralibéral international, là, ces jours-ci, semble essouffler. Et c'est ce que Donald Trump est en train de faire. J'ai hâte de voir comment ça va se régler parce que la Chine aussi a beaucoup de leviers par rapport aux États-Unis. Est-ce que c'est la priorité de protéger le commerce électronique pour le gouvernement chinois? Et on n'a pas parlé de politique encore et de droits des travailleurs et tout le reste. Là. Priver tous les Américains de leur babiole qui commandent par Internet des vêtements pas chers qui se biodégradent pas, mais qui se dégradent après les avoir portés 2 fois, mais qui sont pas chers.
C'est vraiment... j'espère que ça va permettre de réfléchir sur la consommation abusive de produits qui viennent à prix ridicule de Chine, mais à quel coût pour la planète et pour l'économie réelle, Ouais. l'économie durable et l'économie locale. La surconsommation ou la déconsommation, là, les deux extrêmes, dans le fond, là, ça ramène ces sujets-là, définitivement. Si on n'est pas dépendant d'une plateforme de commerce électronique parce qu'on n'a pas besoin d'acheter plein de gadgets, Ben oui. c'est pas un problème. C'est épouvantable. Tu voulais Bon aussi point. parler de vente de jeux vidéo qui piquent du Ben oui, nez. je parlais Dans ma tantôt tête, d'un jeu on n'a vidéo jamais qui parlé s'appelait autant de Cura. gaming. C'est un drôle d'addon, mais je voyais ça passer tantôt. Le Quest 3 a quand même été un beau casque de réalité virtuelle. Là, récemment, le Quest 3S a été lancé. Semble-t-il que les ventes déçoivent. Mm. Peut-être que le fait que les médias n'ont pas accès pour pouvoir en parler, ça fait C'est qu'on assez oublie qu'ils gênant, existent. ça. Moi, je vais Ouais. dire ça comme ça, parce que la stratégie, qui est très étrangement similaire à ce que BlackBerry a fait quand ils ont commencé à piquer du nez, c'est-à-dire qu'ils ont commencé à snobber les moyens de communication, les gens comme nous qui essayons et parlons de ces produits-là ensuite. Donc ça, c'est un truc. Mais ce qu'on se rend compte, ce dont on se aperçoit aussi, c'est qu'on a un problème au niveau des producteurs de jeux vidéo, parce que le Quest a toujours été une plateforme axée sur le jeu vidéo plus que n'importe quoi d'autre dans la réalité virtuelle. Et là, on se rend compte que les développeurs de jeux vidéo ne sont pas contents parce que les ventes de jeux vidéo sont en déclin prononcé sur cette plateforme-là. Il y a une raison mise en exergue, c'est que chez Meta, on veut pousser Horizon Worlds, l'application Horizon je ne veux pas dire de téléprésence, mais il y a comme une notion de productivité et de travail plus associée à ça que de loisirs, que de jeux vidéo comme tel. Donc, on a tout traficoté la façon dont sont proposés les jeux, les applications, les services pour axer l'utilisation du méta dans un contexte plus de travail et de collaboration que de jeux vidéo. Et donc, la notion de surprise, hein, encore une fois, la découvrabilité est soulevée. Et là, nous, on connaît ça au Québec, la découvrabilité, parce qu'on a de la misère à cause que les produits québécois sur les plateformes numériques sont souvent dans le troisième sous-sol. Et là, le jeu vidéo sur Meta est à peu près à la même place. On se dit, ah ben là, ils préfèrent les trucs qui sont axés sur la productivité. Il y a aussi des packages d'applications qui sont proposés hey, t'es nouveau sur Meta, voici, ou sur Quest, voici les applications qui sont installées. De moins en moins, il y a du jeu vidéo là-dedans, parce que Meta veut pousser ces trucs plus axés sur la productivité. Donc ça fâche un peu les développeurs. Et finalement, on aurait aussi, et ça c'est un truc qui était le fun quand tu avais le Quest, c'est que tu avais la boutique d'applications bâtie dedans, et tu avais aussi un App Lab où tu peux avoir des applications qui n'étaient pas encore approuvées par Meta, mais qui étaient comme souvent des jeux en développement pour essayer les versions pas entièrement ficelées des jeux qui vont finalement finir par être vendus dans le store. Et là, on a combiné tout ça dans le store directement de Meta. Donc, on a fermé, dans le fond, la plateforme pour rendre l'écosystème plus étanche. Et ça déplaît aux développeurs parce que justement, ils n'ont plus cette façon d'envoyer de côté latéralement des jeux à des gens qui n'ont pas les moyens de payer 40$ pour un jeu en plus après avoir payé 500$ pour le casque ou 650$ pour le casque. Donc, il y a une belle leçon là, parce qu'on parle de réalité virtuelle, mais de toute la notion des écosystèmes numériques et des plateformes logicielles et matérielles qui sont tout le temps fermées. Là. On voit là les limites de ces plateformes-là quand il n'y a pas un engouement démesuré par rapport à ces plateformes-là. Et c'est certainement ce qui est en train en partie de couler la réalité virtuelle, c'est qu'on n'a pas trouvé l'application qui ferait courir les foules. Ça coûte cher. Ça coûte encore plus cher parce qu'il faut acheter les applications et les jeux. Et là, clairement, on veut forcer les utilisateurs vers des applications qui ne sont pas celles qu'ils veulent. Ils veulent jouer. Les développeurs veulent leur pousser des jeux. Mais là, Meta fait comme « Ouais, mais nous, on ne veut pas ça. » Fait que là, on voit comment la chicane s'installe dans une plateforme quand on n'écoute pas son audience. Donc voilà, si vous vous demandez qu'est-ce qui se passe dans la réalité virtuelle, il se passe ça. C'était un peu éditorial quand même, cette nouvelle-là. C'est ça, c'est assez flyé, mais tu me fais penser quand les gens achètent des ordinateurs pour la rentrée scolaire avec une carte graphique qui permet de gamer à des performances. Là, tu fais un peu, c'est pour le jeu ou c'est pour ton cours à l'école, tu n'as probablement pas besoin d'une bombe de calcul. Les casques de réalité virtuelle, je pense peut-être qu'ils veulent rendre ça l'achat justifiable en disant « Ah oui, c'est pour mes réunions de productivité et de travail. » Puis tu le mets, puis tu joues à attirer les extraterrestres en réalité virtuelle. C'est quoi l'application que j'adore? C'est... t'es comme dans un film à la John Wick avec des méchants qui se... Ah oui! Pistol Whip. Oui, voilà. Whip. J'ai découvert avec les mises à jour que tu peux lancer des haches, tu peux frapper les méchants avec des casseroles. J'ai trouvé ça très rigolo. Avant, tu avais comme 3-4 fusils que tu pouvais choisir. Maintenant, tu as toutes sortes de trucs, mais complètement des armes, des projectiles de différentes natures. Des projectiles, c'est ça, de différentes catégories. Puis toujours, tu sors de là, puis tu as transpiré comme
Une vraie personne et pas une personne en réalité virtuelle. Voilà. Ben écoute, tout se mettre transpirant virtuel, ça sent moins mauvais, mais bon, bref, ça, c'est une conversation qu'on va garder pour un autre épisode parce que c'est la fin de la section actualité du bloc, du segment d'actualité de l'émission. On va prendre une très courte pause. Je vais chercher mes gants, si vous voyez ce que je veux dire. Parce qu'on va parler de nos gadgets, bien sûr. Après ceci, à une tasse de tech. De retour à Une tasse de tech avec Alain McKenna et Pascal Forget. Et re-bienvenue à une tasse de tech. On va parler de gadgets réconfortants cette semaine, bons pour la santé physique et mentale, parce que ce que tu as sous la main, Pascal, c'est un truc qui m'intrigue depuis quand même un petit bout de temps, qui permet, en principe, de décrocher de cette addiction, de cette génération de cortisol que sont les applications trop colorées, trop lumineuses. Qu'est-ce que c'est exactement? Ouais. Pour ceux qui nous regardent sur YouTube, c'est un petit... Et je vais le décrire. Et pour les autres regardent aussi, pas s'il sur te plaît. YouTube. Ben oui. Et voilà, c'est un petit cube de quoi? 3-4 cm par 3-4 cm. C'est pas un cube, en fait, c'est un petit carré qui s'appelle Brick. Le site web, c'est getbrick.app. C'est un petit gadget qui fonctionne par NFC, comme le paiement sans contact. On approche son téléphone iPhone, un appareil Apple, de sa brique et ça désactive les applications qui sont dérangeantes. On peut faire la même chose, on s'entend avec le mode ne pas déranger, on peut désactiver, se mettre en mode avion, on peut bloquer certaines applications avec le temps d'écran dans son téléphone, il n'y a pas de problème. C'est un contrôle parental dans son routeur, très très belle façon de décrocher à des temps qu'on désire. La brique, ce que ça fait, c'est que c'est un rituel. Elle est magnétique, tu peux la coller, la petite brique en plastique, tu la colles sur ton frigo, tu la colles sur le bord de ta porte, et quand tu sors, OK, je décroche. Je vais prendre une marche, je ne touche pas mon téléphone, ça va désactiver tes applications dérangeantes. Quand tu reviens, tu rescannes et ça te permet de... ça réactive les choses. Réactive les choses. Fait que ça peut être une super belle idée. Si jamais tu dis, ouais, mais si je perds la brick ou si en cas d'urgence, j'ai besoin de décrocher, tu as dans l'application des codes d'urgence que tu peux utiliser. Tu peux en utiliser 5. Et que si jamais il faut que tu désinstalles l'application, tu réinstalles, et ainsi de suite. Tu peux te démarrer des minuteurs pour te dire quand est-ce que le temps que tu as décroché. Super amusant. Ça permet de rester dans le moment présent, d'éviter les applications dérangeantes. Et ça ne coûte que 86$. C'est là que les gens vont faire pouette. Quand même. La discipline de le faire. Mais moi, je crois beaucoup... Si vous êtes incapable de décrocher, et c'est ça. C'est un téléphone Android. Malheureusement, ça fonctionne pas. J'ai pas vu de mise à jour sur l'application qui fonctionne avec Android ici. J'aimerais beaucoup ça. Je crois beaucoup au rituel pour décrocher. Personnellement, je pense que je l'ai montré à quelques reprises dans le podcast, mais j'ai une petite minuterie ici qui s'appelle le Time Cube, qui est un petit cube que tu allumes, tu choisis la durée de temps que tu veux activer, donc ça va de 5 minutes à 55 minutes. Tu appuies dessus et ça devient vert. Dans ce cas-ci, pendant 55 minutes, puis après ça, ça devient rouge. Il n'y a pas de sonnerie, il n'y a pas de bruit qui te dérange. Et ça, quand j'ai besoin de travailler concentré ou que je veux travailler concentré, super beau rituel. Je pourrais faire la même chose avec ma montre. Quand j'ai pas mon Time Cube avec un Q, Time Cube, je le fais avec ma montre, je le fais avec une minuterie de cuisine, la minuterie du micro-ondes, celle de mon ordinateur, le mode ne pas déranger dans son ordinateur, mais d'avoir un rituel, un objet physique pour décrocher, je trouve ça assez fantastique. C'est ce que la brique permet de faire. Ça donne l'impression que l'idée de décrocher vient un peu de l'extérieur, donc souvent, nous, ça nous prend un peu de la discipline et la motivation de dire, faut que je désactive mes choses, alors que ça le fait tout seul et ça le fait pour toi et ça te force un peu à suivre cette habitude-là. Ça, c'est vraiment très bien. Puis c'est vrai que c'est dans l'habitude qu'on décroche d'aller sur les réseaux sociaux, de regarder des vidéos, de faire plein d'affaires qui sont déconcentrantes, finalement. Oui, et tu peux choisir évidemment les outils dont tu as besoin. Tu peux dire, moi j'ai besoin de la caméra parce que je m'en vais prendre des photos, j'ai besoin de Uber parce que je veux prendre un lift, mais si je veux, je peux bloquer Instagram, Twitter, Snapchat, TikTok, Facebook et compagnie pour pas être tout le temps sur son réseau social pour travailler. Puis, encore une fois, l'importance du rituel est assez tripante. J'espère qu'ils vont faire une version pour Android
Ça me permettrait de les mettre Ben, sur bord de ma porte, je ne sais pas à quel décrocher. point. Il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas faire la même chose sur Android qu'on peut faire sur iPhone pour régler son téléphone dans un mode. Peut-être que ça varie d'une marque de téléphone à l'autre, la façon d'activer le Question de mode. développeur, j'ai l'impression. Question Ouais, de c'est ça. développement, parce que, comme tu le dis, c'est pas plus compliqué de dire à l'application, je te donne la permission de désactiver les applications, puis de travailler là-dessus, mais il faudrait qu'ils investissent dans un développeur Android qui fasse une application qui est à peu près à parité avec celle d'iPhone. Et je soupçonne que parce qu'Android est plus flexible, habituellement, tu pourras probablement faire plus avec le téléphone Android qu'avec un téléphone iPhone qui a beaucoup de fonctions qui sont verrouillées. Ouais, mais ça varie aussi Sécurité d'un légitime. fabriquant de téléphone à l'autre, souvent. Et c'est ça. C'est Là, à peut-être ça partir de aussi. là, c'est là que le développement Android devient peut-être plus complexe que d'avoir Ouais. une seule plateforme et de concentrer là-dessus pour que ça donne une belle expérience. Fait que jetez un coup d'œil là-dessus. Vous savez, Brick. si vous êtes Brick, The Brick, Getbrick.app. Voilà. ici, et 86 $. Il y a des prix de groupe si tu en achètes plusieurs. Fait que tu peux en acheter 2, tu économises 10%. Si tu en achètes 3, tu Tu peux acheter économises une tonne de 15%. briques, Et comme le dit l'expression. et ça sonne pas. C'est la brique qui sonne Elle pas. sonne pas comme. Et je fais pas d'argent en vous parlant de ça, donc regardez, jetez un coup d'œil là-dessus. Mais juste le fait d'y penser, des fois, ça fait qu'on va se concentrer. Activer le mode de sans distraction à la main de vos appareils, ça fait tellement de bien. Ben oui. Merci Pascal. De mon côté, je dis ceci. Vous allez sur le bord de la porte, vous activez Brick sur votre téléphone, vous glissez dans votre poche et vous enfilez vos gants pour ne pas avoir froid aux mains. Ah oui. J'ai reçu, on en a parlé dans le passé, des produits E-Wool, qui est une marque québécoise, j'aimerais dire, d'éléments chauffants, de vêtements chauffants. Ils ont des gants, ils avaient déjà des gants, ils ont des bas pour aller dans des bottes de marche ou des bottes de ski ou des bottes de rando ou les bottes de votre choix, finalement. Ils ont aussi une veste. Ouais, qui est très, très chaude. Et ils ont lancé cet hiver, en fait, une collaboration avec la marque de gants québécoise de Loretteville, Eau-Claire, qui est une marque haut de gamme quand même. Et si vous nous regardez en vidéo, vous voyez ici la petite tache rouge au bout du pouce, c'est une feuille d'érable parce que c'est un produit fièrement canadien. Et ça, c'est un élément qui m'est apparu évident dans la dernière semaine quand je suis allé dans des activités de loisirs extérieurs où il y avait des gens qui venaient un peu partout et qui clairement s'étaient achetés des gants chauffants chez Costco. Je n'ai rien contre Costco, c'est une très belle entreprise. Il y a évidemment un modèle d'affaires, tout ça. Il y a quand même un mouvement ces jours-ci d'achat de produits canadiens plutôt que de produits américains ou de produits de l'extérieur. Et là, tu dis, ben, si tu vas payer 300$ pour des gants chauffants, va donc payer un petit peu plus pour avoir des gants chauffants québécois. Et Eau-Claire et Wool, ils ont aussi... ces gants-là sont 520$. En partant, disons-le, ce n'est pas les gants les plus abordables, c'est sûr. C'est une marque Eau-Claire qui est une marque quand même assez haut de gamme. E-Wool fabrique aussi juste des doublures chauffantes pour 330$. Donc, vous pouvez aussi acheter juste la doublure et avoir ça enfilé dans le gant de votre choix. Moi, j'ai acheté des gants de rando, écoute, ça fait 25 ans à la Mountain Equipment Co-op, dont j'ai juste à se retirer la doublure en polar et enfiler la doublure de ces gants-là, E-Wool. Et le tour est joué, j'ai des gants chauffants. C'est quand même assez intéressant. Ça livre la marchandise. Ça chauffe en tas. Il y a trois niveaux de chauffage, comme n'importe quoi, hein, évidemment, et ça affecte l'autonomie. Il y a une petite batterie qui se tient dans la manche ici et qui est beaucoup moins encombrante que je l'aurais pensé. C'est une batterie qu'on peut soit détacher et charger à l'extérieur ou laisser dans la manche du gant pour charger par le point de contact extérieur, donc sur le gant, sans avoir à rien toucher. Ça, c'est peut-être le plus grand défaut des gants, c'est que le connecteur est propriétaire. Ça prend le câble. On ne peut pas juste brancher USB, mettons. Tu sais, on est chez des amis, on vient de faire une fête de ski au chalet, puis on a oublié le chargeur à la maison, ou je ne sais pas quelle raison. Ben, c'est un peu de limite. Puis ça, c'est un peu agaçant, parce qu'on aurait aimé ça juste clic et c'est fini. Mais peut-être aussi pour la question de justement utiliser les bonnes batteries, on utilise des connecteurs propriétaires parce qu'on ne voudrait pas glisser n'importe quelle batterie rechargeable là-dedans. Ça tuerait un peu l'avantage de développer son propre produit, n'est-ce pas? Si tu dis, ben voici un gant, mets ta batterie, et c'est certainement la batterie qui coûte le plus cher dans toute la patente. Donc, on a créé ce système-là. La batterie en question offre, selon le degré de recharge, selon le degré de chaleur, une autonomie de 2, de 4 ou de 8 heures par charge. Donc, si vous allez dans le très, très froid et vous voulez avoir très, très chaud pour une très courte période de temps, ben ça fait la job pour 2 heures. C'est un peu optimiste, là. C'est souvent un petit peu moins que cette durée-là. Mais je sais que quand j'y vais, je n'utilise jamais le niveau de chauffage extrême maximal, en fait, parce que j'ai pas particulièrement froid aux mains de façon naturelle. Donc, j'utilise souvent le mode intermédiaire. Et j'ai passé une soirée dehors, puis ça n'a pas duré 4 heures, mais j'avais plus de batterie à la fin. Donc, je dirais
peut-être plus 3 heures, peut-être un petit peu moins en fait que ce qui est annoncé. Mais c'est quand même suffisant pour la plupart des besoins qu'on a quand on va dehors. On va pelleter ou peu importe, ou on va skier, ou on va jouer dans le bois, ou je sais pas. Évidemment, ce sont des gants au clair qui sont des gants en cuir. Il y a aussi des mitaines, en fait, donc des moufles qui sont entières, qui n'ont pas les doigts. Et je regarde la façon dont ces gants-là sont faits. Je me dis ça, c'est certainement pour des gens qui font de la motoneige, donc des sports extérieurs très, très, très complexes et très longs. Et ça, de mémoire, la veste avait ça aussi, c'est qu'on peut connecter quand on a une motoneige, et là je m'adresse à pas grand monde dans notre auditoire, mais il y a des connexions qui sont de la motoneige à des vêtements chauffants pour les garder alimentés. Donc il y a cette possibilité-là aussi, j'imagine, peut-être sur sa motoneige, mais quoi qu'il y ait eu, ils ont des espèces de gants intégrés au guidon. Là. Bref, je pense que, mais je ne suis pas certain, mais j'ai l'impression que les gens qui veulent des gants chauffants, c'est des gens qui font du sport de vitesse à l'extérieur, et ça, pour ça fait la job. Si vous faites du ski, c'est un peu encombrant, mais ça peut faire la job quand même. Il y a certainement la finition extérieure ici là, pour différentes textures. Une qui, clairement, pour essuyer ses lunettes quand elle est pleine de neige, et l'autre pour se gratter le nez quand ça pique. C'est une blague, mais en même temps, c'est très vrai, parce que les gants de ski très avancés ont des petites surfaces un peu plus en Suède pour essuyer ses lunettes, ce genre de choses. Là. Ah oui, Alain, c'est pas une blague. Les gants de course, ils ont tous un côté doux. C'est pour s'essuyer le nez quand on court. Voilà. C'est sûr. Et il y a aussi la petite bande ici qui sert à je ne sais plus trop quoi, là, mais qui est sur les gants. Je l'ai sur mes autres gants de rando aussi. Je ne sais pas exactement qu'est-ce qu'on accroche là-dessus, mais c'est un truc qui revient souvent. Les clipper ensemble? J'ai tendance à penser que c'est pour attacher une clé ou je ne sais pas trop. Ou en tout cas, bref. Une petite pochette. Ça, vous voyez, là, vous voyez la limite de ma connaissance de ces choses-là. Mais à l'autre extrême, il y a aussi cette gants qu'on peut mettre au poignet, ce qui fait qu'on peut s'enlever son gant. Et même si on le perd par, j'espère qu'on peut l'échapper par inadvertance, mais il y a quand même cette bande-là qui permet de l'accrocher au poignet. Donc, c'est des gants qui sont extrêmement complets, coûtent cher, mais évidemment, ils ont tout ce qu'il faut. Donc, on ne regrette pas l'achat dans la mesure où il manque rien après. Ça, c'est certain. Mais si vous cherchez un vêtement chauffant, c'est surtout ça l'idée, c'est que si vous allez chez Costco, vous allez sur Amazon, il y a des marques chinoises, il y a des marques qui font des produits. C'est pas toujours de très bonne qualité. C'est souvent moins cher, évidemment, mais si vous voulez acheter quelque chose de local, il existe cette gamme de gants-là, E-Wool au clair. E-Wool a aussi toute sa propre gamme d'autres vêtements, plus ou moins chers, et ça fait un excellent cadeau de Saint-Valentin pour l'être cher de votre cœur qui a toujours froid. Oh, c'est bien beau ça. Comme pour le Saint-Valentin, c'est quelque chose d'autre, c'est les roses en Lego. Ça aussi. Ça sert à un autre besoin quand même. C'est quelque chose, on change, on passe complètement des gants. Tu peux pas, c'est difficile de jouer au Lego avec des gants. Mais plus d'offrir des fleurs qui sont périssables, vous offrez des fleurs en Lego. Si vous avez des enfants, vous demandez aux enfants de le faire en cachette pendant que vous prenez un verre romantique avec votre moitié. Voilà. Les enfants arrivent avec les fleurs, tout le monde est content. Tout le monde est content. Les enfants ont joué, la personne de son cœur reçoit des roses. Et si vous allez prendre une marche dehors après, vous mettez des appareils chauffants. Mais pour faire du ski, des choses comme ça, quand tu as des sports où tu es très actif pendant un moment, puis là, tu attends dans le remont-de-pente, c'est peut-être là que tu veux activer de façon temporaire, ou juste pour te mettre en marche. Je veux dire, les gants, je sais pas, mais les bas chauffants, c'est écoute, dans des bottes de ski, là, ça sauve des orteils, je suis pas mal certain. Dire que quand j'étais petit, on n'avait pas ça, des chauffe-mains puis des choses comme ça. Non, on gelait. Et aujourd'hui, on a des grosses oreilles, puis des gros doigts, puis des gros pieds, parce qu'ils ont tellement été gelés souvent qu'on n'a plus, en tout cas. Tranche de vie. Bref, E-Wool et Eau Claire, les gants chauffants. Vous allez voir compagnie ça, québécoise, je ne savais même pas qu'Eau Claire, dans ma tête, c'était français, Eau Claire, pour te dire comment l'image de marque. De vêtements d'hiver de haut de gamme, voilà. Exactement. Très, très probablement que les Français se l'approprient en se disant « j'ai enfin quelque chose de canadien ». Tu sais, il doit y avoir un élément, là, un peu comme la marque Canada Goose. Il n'y a pas de raison qu'on n'ait pas une réputation pour des produits de qualité qui fonctionnent bien. On a des bonnes marques de vêtements d'hiver dans les bottes, dans les manteaux, dans les gants, dans les tucs, tout ça. Évidemment, on n'a pas nécessairement le budget de marketing de marques américaines comme Columbia et autres, mais ça existe, ça se trouve. Voilà, c'est tout. Merci. On remercie nos partenaires TELUS et Plan Hub. Merci d'être là pour supporter le podcast. Cogeco Média qui diffuse et distribue le podcast partout sur la planète, partout où vous avez Internet. Vous pouvez écouter une tasse de tech grâce à Cogeco Média.
Alain McKenna, on peut te suivre dans la presse. On peut te suivre sur pascalforget.com, entre autres. N'hésitez pas à vous abonner au podcast. N'hésitez pas à nous suivre sur YouTube. Sur Blue Sky, venez nous jaser ça. Sur Blue Sky, ben oui, on n'a pas parlé de Blue Sky aujourd'hui. On est sur Blue Sky. On est là. On est aussi dehors parce que là, je vois qu'il neige puis j'ai des gants chauffants. C'est clair. Ben oui, profite-en. Je vais jouer dehors. Puis sinon, on se voit la semaine prochaine pour une autre tasse de thé. Salut tout le monde.